Les caves de Lille de Victor Hugo, mars 1851. Messieurs, quand nous sommes allés à Lille, mes honorables compagnons de voyage et moi, la loi des logements insalubres y avait passé. Voici ce qu'elle avait laissé derrière elle, voici ce que nous avons trouvé. La première cave où nous sommes présentés est située cour à l'eau, numéro 2. Je vous dis l'endroit. Bien que la porte fût toute grande ouverte, au soleil, depuis le matin, car c'était une belle journée de février, il sortait de cette cave une odeur tellement infecte. L'air y était tellement vicié que, sur 7 visiteurs que nous étions, nous ne fûmes que 3 qui pûmes y descendre. Un 4e, qui s'y hasarda, ne put dépasser le milieu de l'escalier, et de même que cela était arrivé en 1848 au préfet de Lille, accompagnant M. Blanqui, il s'arrêta comme asphyxié au seuil de la cave et fut obligé de remonter précipitamment. Nous trouvâmes dans cette cave, au pied de l'escalier, une vieille femme et un tout jeune enfant. Cette cave était si basse qu'il n'y avait qu'un seul endroit où l'on pût s'y tenir debout, le milieu de la voûte. Des cordes sur lesquelles étaient étalés de vieux linges mouillés interceptaient l'air dans tous les sens. Au fond, il y avait 2 lits, c'est-à-dire 2 coffres de bois vermoulu contenant des paillasses dont la toile jamais lavée avait fini par prendre la couleur de la terre. Pas de drap, pas de couverture. Je m'approchai d'un des lits et j'y distinguai dans l'obscurité un être vivant. C'était une petite fille d'environ 6 ans qui gisait là, malade de la rougeole, toute tremblante de fièvre, presque nue, à peine couverte d'un vieux haillon de laine. Par les trous de la paillasse sur laquelle elle était couchée, la paille sortait. Un médecin qui nous accompagnait me fit toucher cette paille. Elle était pourrie. La vieille femme, qui était la grand-mère, nous dit qu'elle demeurait là avec sa fille, qui est veuve, et 2 autres enfants qui reviennent à la nuit. Qu'elle et sa fille étaient dentelières, qu'elle payait 18 sous de loyer par semaine, qu'elle recevait de la ville tous les 5 jours un pain, et qu'à elles 2, elle gagnait 10 sous par jour. À côté du lit, près de l'enfant malade, il y avait un grand tas de cendres qui exhalait une odeur repoussante. C'est de la cendre de tourbe que ces malheureuses familles ramassent et vendent pour vivre. Au besoin, cette cendre leur sert de lit. Telle était cette cave. Messieurs, 6 créatures humaines, 2 femmes et 4 enfants vivent là. Plus loin, je veux ménager les instants de l'assemblée, je ne citerai que quelques faits. D'après cela, vous jugerez du reste. Remarquez-le d'ailleurs, messieurs, ces faits ne sont pas des faits choisis exprès, ce sont les premiers faits venus, ceux que le hasard nous a donnés dans une visite qui n'a duré que quelques heures. Ces faits ont au plus haut degré tout le caractère d'une moyenne. Ils sont horribles. Il y en a de plus horribles pourtant, et que je connais. Mais je n'en parlerai pas, car je ne veux citer que ceux que j'ai vus. Dans une autre cave, pour gars, il y avait 4 enfants seuls. Le père et la mère étaient au travail. L'aîné, une fille de 7 ans, qui en paraissait 5, berçait le plus petit qui pleurait. Les 2 autres étaient accroupis à côté de leur sœur aînée et dans une attitude de stupeur. Messieurs, ces 4 enfants dans cette cave, seuls, vêtus de lambeaux, livides, immobiles, silencieux, accablés, une atmosphère fétide, des guenilles séchant sur des cordes, à terre des flaques d'eau produites par le suintement des eaux de la cour le long des murs de la cave. Je renonce à vous donner une idée de cette misère. Ailleurs, rue des Étaques, numéro 14, une allée noire où coulait un ruisseau infect nous a conduits à une cour étroite bordée de masures. Nous sommes entrés au hasard. J'y insiste dans la première. Il y avait là une femme qui sanglotait. Cette femme, appelée Eugénie Watteau, a eu 2 enfants. L'un est mort à 3 mois et demi. L'autre est malade de la maladie de la lymphe, dont son frère est mort. Quant à la mère, elle perd la vue. Les conditions spéciales de travail et l'atmosphère malsaine où vivent ces familles malheureuses engendrent des ophtalmies qui produisent des amoureuses. Elle est seule au monde avec son enfant. Elle nous dit en pleurant « Si je travaille, je deviendrai aveugle. Si je ne travaille pas, nous mourrons de faim. »
Tout à côté, dans la masure voisine, au fond d'une chambre sans meubles, un ouvrier filetier, phthisique, homme d'environ 35 ans, était couché sur un grabat. On l'entendait râler du dehors. Vous n'ignorez pas, messieurs, que lorsqu'on ne peut pas prendre les précautions hygiéniques auxquelles l'extrême indigence est forcée de renoncer, certaines industries insalubres, notamment le peignage du lin, développent une certaine espèce de phtisie. Au-dessus de l'ouvrier malade, au premier étage, car il n'y a pas de solution de continuité, toutes ces douleurs se touchent. Pas un anneau ne manque à cette chaîne de misère qui pèse sur ces populations accablées. Nous avons trouvé une femme veuve. Cette femme est épileptique. Elle fait de la dentelle et gagne 3 sous par jour. Elle a 3 petits-enfants. L'aîné gagne 15 sous par semaine. Le second ne travaille pas encore. L'autre, qui est une fille, est affligée, nous dit la mère, ce qui signifie scrofuleuse. Ils couchent tous les 4, la mère et les enfants, sur une paillasse qui est là. Ils n'ont ni drap ni couverture et ne font jamais de feu. J'ai demandé à cette veuve « De quoi vivez-vous » Elle m'a répondu « Quand nous avons du pain, nous mangeons. » Je m'arrête, messieurs. Je ne veux pas multiplier, à moins que des contradictions imprudentes ne m'y forcent, ces douloureux détails. Représentez-vous pourtant des rues entières où l'on rencontre à chaque pas de ces spectacles-là, où palpite partout, sous toutes les formes, la détresse la plus lamentable. Nous ne sommes restés qu'1 jour à Lille, mes compagnons de route et moi. Nous avons été devant nous au hasard, je le répète, dans ces quartiers malheureux. Nous sommes entrés dans les premières maisons venues. Eh bien, nous n'avons pas entrouvert une porte sans trouver derrière cette porte une misère, quelquefois une agonie. Figurez-vous ces caves dont rien de ce que je vous ai dit ne peut vous donner l'idée. Figurez-vous ces cours qu'ils appellent des courettes, resserrées entre de hautes masures, sombres, humides, glaciales, méphitiques, pleines de miasmes stagnants, encombrées d'immondices, les fosses d'aisance à côté des puits. Eh mon Dieu, ce n'est pas le moment de chercher les délicatesses de langage. Figurez-vous ces maisons, ces masures habitées du haut en bas, jusque sous terre, les eaux croupissantes, filtrant à travers les pavés dans ces tanières où il y a des créatures humaines. Quelquefois, il y a 10 familles dans une masure, jusqu'à 10 personnes dans une chambre, jusqu'à 5 ou 6 dans un lit, les âges et les sexes mêlés, les greniers aussi hideux que les caves, des galetas où il y a assez de froid pour grelotter et pas assez d'air pour respirer. Je demandai à une femme de la rue du Bois-Saint-Sauveur « Pourquoi n'ouvrez-vous pas les fenêtres ?» Elle m'a répondu « Parce que les châssis sont pourris et qu'ils nous resteraient dans les mains. » J'ai insisté « Vous ne les ouvrez donc jamais ? Jamais, monsieur !» Figurez-vous la population maladive et étiolée. Des spectres au seuil des portes, la virilité retardée, la décrépitude précoce des adolescents qu'on prend pour des enfants, de jeunes mères qu'on prend pour de vieilles femmes, les scrofules, le rachis, l'ophtalmie, l'idiotisme, une indigence inouïe, des haillons partout. On m'a montré, comme une curiosité, une femme qui avait des boucles d'oreilles d'argent. Et au milieu de tout cela, le travail sans relâche, le travail acharné, pas assez d'heures de sommeil, le travail de l'homme, le travail de la femme, le travail de l'âge mûr, le travail de la vieillesse, le travail de l'enfance, le travail de l'infirme, et souvent pas de pain, souvent pas de feu. Et cette femme aveugle, entre ses 2 enfants, dont l'un est mort et l'autre va mourir, et ce filetier phthisique agonisant, et cette mère épileptique qui a 3 enfants et qui gagne 3 sous par jour. Figurez-vous tout cela. Et si vous vous récriez, et si vous doutez, et si vous niez, ah, vous niez, eh bien, dérangez-vous quelques heures, venez avec nous, incrédules, et nous vous ferons voir de vos yeux, toucher de vos mains les plaies saignantes de ce Christ qu'on appelle le peuple. Ah, messieurs, je ne fais injure au cœur de personne si ceux qui s'irritent à mes paroles, en ce moment, avaient vu ce que j'ai vu. S'ils avaient vu comme moi de malheureux enfants vêtus de guenilles mouillées, qui ne sèchent pas de tout l'hiver, d'autres qui ont toujours envie de dormir, parce que pour gagner leurs 3 ou 4 misérables sous par jour, on les arrache de trop bonne heure à leur sommeil, d'autres qui ont toujours faim et qui, s'ils trouvent dans la rue, dans la boue, des feuilles vertes, les essuient et les mangent, s'ils avaient vu les pères et les mères de ces pauvres petits êtres qui souffrent bien plus encore, car ils souffrent dans eux-mêmes
aidant leurs enfants. S'ils avaient vu cela comme moi, ils auraient le cœur serré, comme je l'ai en ce moment. Et j'en suis sûr, et je leur fais cet honneur d'en être sûr, loin de m'interrompre. Ils me soutiendraient, et ils me crieraient courage, parlez pour les pauvres, car, mon Dieu, pourquoi vous méprenez-vous? Parler pour les pauvres, ce n'est pas parler pour les riches. À quelle opinion qu'on appartienne? Est-ce que ce n'est pas votre avis à tous? On n'a plus de passion politique en présence de ceux qui souffrent. On ne sent plus au fond de soi qu'un cœur qui souffre avec eux et une âme qui prie pour eux. Messieurs, allez à Rouen, allez à Lyon, allez à Reims, à Amiens, à Tourcoing, à Roubaix, visitez ici à Paris, visitez à fond nos faubourgs, Saint-Antoine et Saint-Marceau. Vous y constaterez des faits pareils à ceux que je vous ai signalés, des faits pires. Sortez des villes, explorez les campagnes, là encore, comme vous l'a dit notre honorable collègue M. Arago, d'inexprimables dénûments se dresseront devant vous, et vous ne trouverez qu'une chose à comparer aux détresses industrielles, ce sont les détresses agricoles. Messieurs, on est venu plus d'une fois jeter le cri d'alarme dans cette assemblée. On vous a dit, comme je viens de le faire, mais à un point de vue autre que le mien, au point de vue du passé, tandis que je me place moi au point de vue de l'avenir. Et on dit que le mal croissait, que le flot montait, que le danger social grandissait d'instant en instant. On a signalé à vos sévérités les plus implacables de grands conspirateurs, de grands coupables, l'esprit de scepticisme, l'esprit de doute, l'esprit d'examen. Eh bien, moi aussi je viens faire ma dénonciation à cette tribune. Messieurs, je vous dénonce la misère. Je vous dénonce la misère qui est le fléau d'une classe et le péril de toutes. Je vous dénonce la misère qui n'est pas seulement la souffrance de l'individu, qui est la ruine de la société, la misère qui a fait les Jacqueries, qui a fait Buzanquet, qui a fait juin 1848. Je vous dénonce la misère. Cette longue agonie du pauvre qui se termine par la mort du riche. Législateur, la misère est la plus implacable ennemie des lois. Poursuivez-la, frappez-la, détruisez-la. Car je ne me lasserai jamais de le redire, on peut la détruire. La misère n'est pas éternelle, non. Je le répète, au dépit des murmures, non, elle n'est pas éternelle. Il est dans sa loi de décroître et de disparaître. La misère, comme l'ignorance, est une nuit, et à toute nuit doit succéder le jour. La force des choses, qui est le travail d'en haut, tend à détruire la misère. Eh bien, à la force des choses, ajoutons l'effort des hommes. À l'action providentielle, unissons l'action sociale, et nous triompherons. Messieurs, la situation presse. Hâtez-vous, avisez. Nous vous adjurons au nom des périls publics. Ah, songez-y quand les temps sont proches, quand l'heure est venue, quand la mesure est comble. Savez-vous ce qu'il y a de plus éloquent, ce qu'il y a de plus irrésistible, ce qu'il y a de plus terrible pour commencer les révolutions? Ce n'est pas M. Thiers, signant la protestation des journalistes de 1830. Ce n'est pas M. Odilon Barrot, agitant les banquets de 1847. Ce n'est pas Chateaubriand. Ce n'est pas Lamartine. Ce n'est pas Mirabeau. Ce n'est pas Danton. C'est un enfant qui crie à sa mère « J'ai faim ». Je vous remercie maintenant pour votre écoute et rappelez-vous, le savoir ne vaut que s'il est utilisé par les petits pour se défendre contre les gros. La somme de ces défenses s'appelle l'intérêt général. Organisez-vous.